On va commencer la conférence à présent. Je vais couper les micros et on se revoit tantôt. C'est bon? C'est bon. On est bon, super, parfait. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. C'est quand même sympa de votre part de vous libérer un lundi midi. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Et je félicite aussi les quelques Luxembourgeois qui sont là, puisque demain c'est fête nationale chez nous au Luxembourg, et il y en a beaucoup qui font le pont. Donc pour les Luxembourgeois qui font le pont et qui se sont libérés pour venir écouter Frédéric Pierucci, c'est chapeau. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter notre orateur d'aujourd'hui et ami qui est Frédéric Pierucci, qui est l'auteur de ce livre, Le piège américain, qui, sauf erreur de ma part, a été traduit en plusieurs langues, en anglais, en chinois et en japonais, je pense. Frédéric, tu me contredis si je dis des bêtises. Non, ça va. Et il a en plus reçu le prix littéraire des droits de l'homme en 2019. Donc c'est un ouvrage assez fort, assez prenant. Il y a beaucoup d'humains. Donc chez BSPK, on souligne surtout l'approche humaine des entreprises. Et dans cet aspect humain, c'est une tranche de vie de Frédéric qui est assez forte. Moi, j'aime beaucoup la fin du bouquin avec ses remerciements. Il y a des personnes proches de lui qui ont été jusqu'à mettre leur maison en caution pour pouvoir l'aider à sortir. Et ça, c'est vraiment la force de l'humain qui est là. Voilà. Je vais laisser Frédéric raconter son parcours, son histoire. C'est l'histoire de la guerre économique. Elle est peu conventionnelle. Et c'est une approche qui est à ne pas négliger dans la stratégie des entreprises, qui est celle assez insidieuse, qui veut que certains outils soient pour délégitimiser les entreprises ou les contraindre par coercition. Donc, il va expliquer ça beaucoup mieux que moi, et je lui cède la parole. On fera un concours à la fin, je reprendrai la parole à la fin, et Daniel Gaspard, qui est avocat, avec qui on travaille beaucoup, avec qui on collabore sur beaucoup de dossiers, sera le modérateur, va poser toutes les questions à Frédéric, puisque Daniel a parcouru le bouquin en détail de fond en comble, et je crois que ça risque d'être très sympa. Bon, Frédéric, merci d'être là, et merci à toutes et tous. Je pense Frédéric, hein. Okay. Merci Didier, merci Henri pour cette présentation. Merci à Ecofin et à BSPK pour avoir organisé cette visioconférence. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, d'autant plus ravi qu'il y a moins de 2 ans, j'étais encore dans une prison de haute sécurité à Manhattan. Vous avez tous entendu parler de l'affaire Epstein, je suppose. Voilà, j'étais dans cette prison-là, et au-dessus de moi, j'avais aussi le baron de la drogue mexicain, El Chapo, qui s'est échappé plusieurs fois et qui a été repris par les autorités américaines. Et je prenais mon déjeuner tous les midis avec son tueur à gages, qui avait 135 morts au compteur, et son banquier, qui était un petit peu plus sympathique. Donc, comment on peut se retrouver dans ce genre de situation? Alors jusque-là, j'avais une vie de cadre classique, hein. J'ai passé 22 ans chez Alstom. Donc pour vous rappeler un petit peu ce qu'était Alstom, ça faisait partie de l'ancien groupe, la Compagnie Générale d'Électricité, qui avait 3 grosses activités. Une activité de production d'électricité dans laquelle je faisais partie, la partie énergie. Donc on construisait toutes sortes de centrales, nucléaires, charbon, gaz, éolien, etc. Hydraulique, une activité de transport d'électricité, et une autre activité que vous connaissez tous, qui est l'activité ferroviaire, TGV, métro, etc. Donc ça, c'était l'Alstom de 2013. Maintenant, il ne reste plus que la partie ferroviaire. Les 2/3 de l'entreprise ont été vendus à notre concurrent américain qui s'appelle General Electric. Et donc j'ai passé pratiquement une carrière d'expatrié. J'ai été
expatrié un peu partout, aux quatre coins de la planète. J'ai fait 7 ans aux États-Unis, 6 ans en Chine, 2 ans en Angleterre, en Algérie, en Suisse. Et j'ai occupé des fonctions, on va dire au début commerciales. J'étais notamment pendant très longtemps le patron des ventes mondiales de tout ce qui était centrale nucléaire et centrale charbon chez Alstom, donc des très gros contrats dans une activité très sensible. Et ensuite, j'ai aussi été patron de plusieurs divisions, notamment mon dernier poste était patron de la division chaudière. Donc c'était une division qui faisait 1,4 milliard de chiffre d'affaires, qui avait à peu près 4000 employés. À l'époque, la stratégie du groupe était de se rapprocher de nos concurrents chinois, de Shanghai Electric, pour toute la partie production d'électricité. Et ma division a été choisie comme la division test pour ce rapprochement. Donc l'idée étant de faire d'abord une joint venture à 50-50 sur le périmètre de ma division, et ensuite, si ça marchait, de regrouper la partie power d'Alstom et la partie power de Shanghai. Donc pendant 2 ans, j'ai fait tout le carve-out des unités de ma division. On était à peu près dans énormément de pays, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, etc. J'ai transféré le siège de ma division de Paris à Singapour. J'ai négocié avec les Chinois cette joint venture. J'ai été nommé comme futur dirigeant de la joint venture commune par les 2 CEO d'Alstom et de Shanghai Electric. Et donc, je suis arrivé avec ma famille en août 2012 à Singapour. Donc, j'ai bâti le siège, et ce qui allait être le futur siège de cette joint venture là-bas à Singapour. De par mes fonctions, je voyageais très régulièrement aux États-Unis parce que j'avais à peu près 700 personnes aux États-Unis sur 2 sites à aller voir. Et donc, tous les 3 mois, je faisais Singapour, New York. Et donc, en avril 2013, lorsque j'ai atterri à New York en venant de Singapour pour un de mes voyages professionnels, lorsque la porte d'avion s'est ouverte, j'ai eu un comité d'accueil avec 5 agents du FBI qui m'attendaient, qui m'ont signifié que j'étais en état d'arrestation, qui m'ont menotté à la sortie de l'avion, et qui m'ont emmené au siège du FBI à Manhattan. J'avais aucune idée de la raison pour laquelle j'étais arrêté. Je pensais vraiment que c'était une erreur. Eux n'avaient aucune idée pour la raison pour laquelle ils m'arrêtaient non plus. Ils avaient juste eu l'ordre de m'arrêter et de m'amener au siège du FBI. Donc là, on était un dimanche soir, 20h, après 20 heures de vol, pratiquement. Donc très choqué, parce que je venais là pour une visite de 3 jours simplement. Lorsque je suis arrivé au siège du FBI, donc j'ai rencontré le procureur du Department of Justice, qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit voilà, votre entreprise est sous enquête du Department of Justice depuis plus de 3 ans sur des affaires de corruption dans plusieurs pays. La direction générale du groupe a refusé de coopérer jusqu'à présent, ou en tout cas coopère en traînant les pieds. Et donc nous avons perdu patience, et donc nous avons décidé de vous arrêter. Le but ultime étant d'arrêter le CEO du groupe et de le mettre en prison pendant très longtemps, mais on a besoin, pour remonter les échelles de l'entreprise, de commencer par vous. Et la raison pour laquelle on vous arrête, vous, c'est parce que déjà vous avez été mis en examen. Vous avez été mis en examen 6 mois plus tôt, en novembre 2012. Et on vous a mis en examen parce qu'il y a 10 ans, Alstom a conclu un contrat en Indonésie. Et à cette époque-là, vous étiez directeur commercial de la filiale qui avait fait l'offre. Et donc, vous ne pouviez pas ignorer qu'Alstom avait, pour gagner ce contrat en Indonésie, embauché 2 consultants et que la finalité du paiement à ces consultants, c'était de payer une partie de la rémunération pour payer des pots de vin. On sait qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, on sait que vous n'étiez pas ni celui qui a choisi les consultants, ni celui qui les a approuvés, ni celui qui les a payés, etc. Mais vous étiez dans la chaîne de commande à l'époque, effectivement. Pour embaucher le moindre consultant chez Alstom, il fallait 13 signatures jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise pour embaucher n'importe quel consultant. Je vois que Xavier Duclos est parmi nous, donc Xavier pourra confirmer ça. Il a bien connu aussi cette procédure interne de sélection des consultants à l'intérieur du groupe.
Et donc, comme vous avez été mis en examen, ce que nous souhaitons est que, un, que vous n'appeliez pas votre ambassade, votre consulat, deux, que vous n'appeliez pas l'entreprise, et trois, en fait, que vous jouiez en fait la top à l'intérieur de votre entreprise pour nous permettre de remonter l'échelle jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Alors, déjà, première leçon, c'est que si vous êtes citoyen de pays qui n'extradent pas ses ressortissants, donc la France, je ne sais pas si la Belgique, vous extradez vos ressortissants en Belgique ou le Luxembourg, je ne sais pas. Même chose. Donc, si vous êtes citoyen de pays qui n'extradent pas ses ressortissants et que vous êtes mis en examen par le département de justice, votre mise en examen, elle va être gardée sous scellé. Vous n'allez pas savoir que vous êtes mis en examen. Et donc, vous allez continuer à voyager. L'idée derrière étant de dire que si votre mise en examen est publique, vous allez vous réfugier dans votre pays et vous allez y rester le reste de vos jours. Donc, dans ce cas-là, vous échapperez à la justice américaine. Ce qui s'est passé avec Ghosn, hein, il retourne au Liban, le Liban ne va pas l'extrader vers le Japon. Donc, ça veut dire aussi que toute une partie de la procédure juridique américaine est chantée. En fait, tout ce qui est avant l'arrestation, vous n'y avez pas accès parce que vous n'étiez même pas au courant que vous étiez mis en examen. Donc, tout ce qui est la procédure de grand jury aux États-Unis, qui arrive bien en amont de tout ça, vous n'avez même pas connaissance que tout ça s'est passé derrière votre dos. Deuxième chose, c'est que les États-Unis attachent une très grande importance en fait à la coopération. On va y revenir plus tard. Et donc à la coopération de l'entreprise et ensuite à la coopération des individus. Donc là, ils avaient estimé que Alstom était sous enquête depuis 2010, donc ça faisait à peu près 3 ans qu'Alstom était sous enquête, et que ils avaient en fait n'avaient pas coopéré, donc n'avaient pas fourni tous les éléments demandés par le département de justice dans le cadre de cette enquête. Et ça, on le retrouve de manière très typique. À partir du moment où l'entreprise ne coopère pas, à un moment, ils perdent patience et ils arrêtent quelqu'un dans l'entreprise pour mettre la pression. Donc, jouer la top telle que demandé par le procureur, en fait, vous n'avez pas trop de choix. Vous devez prendre une décision dans la seconde. Parce que c'est soit vous appelez votre entreprise et vous appelez le consulat, soit vous jouez la top à l'intérieur pour le département de justice. Alors, quand vous êtes, on va dire, européen et que vous ne connaissez pas le système de justice américain et que le département de justice vous demande de jouer la top à l'intérieur de votre entreprise, à 99%, vous allez dire non. Vous allez dire, non, j'appelle mon entreprise, j'appelle mon avocat parce que vous avez été biberonné aux séries télévisées américaines et vous pensez que en fait, c'est une justice un peu qui ressemble un peu à la nôtre. En fait, la justice américaine ne ressemble absolument pas à la nôtre. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure de ma mésaventure. Donc, j'ai demandé à appeler le consulat, j'ai demandé à appeler mon entreprise. Je ne sais pas si vous, dans vos entreprises, vous avez ce genre de choses, mais nous, chez Alstom, on avait une petite carte de visite sur laquelle c'était marqué le nom du direct numéro de téléphone à appeler au cas où. Tout le monde pensait que ça n'arriverait jamais, mais là, j'ai appelé le directeur juridique, que j'ai réveillé en pleine nuit, et qui m'a dit, qui était complètement surpris, il m'a dit, je ne comprends pas, nous coopérons avec le département de justice, d'ailleurs, je suis en train de me lever pour prendre l'avion pour aller à Washington pour ce qu'il pensait être la dernière négociation avec le département de justice sur l'affaire. Donc, il était extrêmement choqué, et ce qui était intéressant de voir, c'est comment le département de justice avait mis en œuvre mon arrestation justement la veille de la négociation finale en fait, avec Alstom, soit les négociations finales avec le directeur juridique sur l'affaire. Donc, mais il t'inquiète pas, tu vas passer cette première nuit en prison, demain tu vas te déférer devant un juge, un magistrat dans lequel on va demander ta libération sous caution et tu seras libéré sous caution et tu reviendras en France et on réglera ça en famille. Encore une fois, une parfaite méconnaissance de la part du directeur juridique du groupe de la façon dont ça se passe aux États-Unis, parce que ça ne se passe absolument pas comme ça aux États-Unis. Mais lui, alors je ne sais pas s'il était de bonne foi ou de mauvaise foi, m'a fait croire que c'était comme ça que ça allait se passer.
Donc, j'étais moyennement rassuré. Et donc, j'ai passé cette première nuit en prison. Juste pour être clair là-dessus, plusieurs personnes ont joué les tops à l'intérieur d'Alstom. Alors, jouer les tops à l'intérieur d'Alstom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez tous les jours au travail avec un micro autour du cou, que vous enregistrez toutes vos conversations avec tous vos collègues, que vous essayez de les faire parler pour qu'ils s'auto-incriminent sur des sujets divers et variés. Et le soir, lorsque vous revenez à la maison, avant de dire bonjour à madame, vous êtes débriefé par un agent du FBI qui écoute votre enregistrement et qui vous dit là c'est bien, là c'est pas bien, demain tu y retournes, tu réinsistes pour remettre à défaut ton interlocuteur sur tel sujet. À l'intérieur d'Alstom, on a eu plusieurs tops comme ça qui ont fait ça et qui ont fait ça pendant des années. Il y en a un au moins, je connais, qui a fait ça pendant plus de 3 ans. Donc, jouer une top à l'intérieur de sa propre entreprise, ça doit être très compliqué aussi psychologiquement de subir ce genre de pression. Mais si vous êtes américain, que le département de justice vous demande de jouer la top à l'intérieur de votre entreprise, à 99%, vous allez dire oui. Parce que vous connaissez le système américain, vous savez comment ça se passe. Bon, je fais peut-être une comparaison un peu douteuse, mais à chaque fois que je fais cette comparaison-là, c'est que pour un Américain dire non au département de justice, c'est comme pour un Russe dire non au KGB. Vous dites pas non au KGB, le KGB vous demande de faire quelque chose. C'est la même chose aux États-Unis. Donc, toutes les tops qu'on avait à l'intérieur de l'entreprise, c'est tout américain. Donc le lendemain, je suis parti, j'ai passé cette première nuit en prison à Manhattan. Le lendemain, j'étais déféré devant le magistrat. J'ai eu un avocat qui est venu me voir, qui avait été envoyé par Alstom. Cet avocat ne connaissait absolument rien à ce genre d'affaires. J'étais inculpé au titre du Foreign Corrupt Practice Act, donc FCPA, qui est la loi anticorruption américaine, qui est extraterritoriale. On pourra y revenir sur ce point si ça vous intéresse. Donc, il ne connaissait rien parce que dans le Connecticut, il n'y avait pas eu de cas. J'étais la première personne qui était incriminée au titre de cette loi dans le Connecticut. C'est une loi qui date de 1977 et on est en 2013. En 2013, en pratiquement 40 ans, il n'y a pas eu de poursuite individuelle au titre de cette loi. Donc, on demande la libération sous caution. Vous savez qu'aux États-Unis, pratiquement toutes les personnes sont libérées sous caution. Il suffit de mettre un chèque et donc vous sortez de prison, entre guillemets, et vous pouvez vous défendre chez vous. Sauf que, encore une fois, lorsque vous êtes ressortissant d'un pays qui n'extrade pas ses citoyens, ils considèrent que vous êtes ce qui s'appelle un flight risk. Donc, le procureur est rentré dans une diatribe lors de cette séance anti-française, on va dire, parce que c'était vraiment ça. Il a fait référence à Dominique Strauss-Kahn, etc., au fait que, enfin, bref, en disant que même si il est libéré sous caution, qu'on me mettait dans un appartement avec des gardes 24 heures sur 24, porte de devant, porte de derrière, avec un bracelet électronique au pied, avec mon passeport pris, j'allais pouvoir trouver un moyen de prendre un avion, de m'échapper, de prendre un avion et de retrouver la France. Donc là, contre toute attente, en tout cas pour moi, la juge décide de ne pas me libérer sous caution. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, des gens comme Madoff ont été 50 milliards de fraude, ont été libérés sous caution pendant plusieurs semaines. Des gens comme O.J. Simpson, qui était accusé d'avoir tué sa femme, ont été libérés sous caution aussi. Et lorsque vous êtes français, dans ce cas-là, ou belge, même chose, ou luxembourgeois, si vous êtes arrêté par le DOJ, vous ne serez pas libéré sous caution. Parce que vous serez considéré comme flight risk. Donc, pas de libération sous caution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment le début du cauchemar, parce que on vous met des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, des chaînes autour du torse, fourgon blindé, comme vous voyez dans les séries américaines, et direction prison de haute sécurité. Prison de haute sécurité, 4 niveaux de sécurité dans la prison américaine. Alors moi j'ai eu un traitement un peu de faveur, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé directement au plus haut niveau de sécurité des prisons américaines. Où je me suis retrouvé avec ce qu'on appelle des criminels de carrière, donc des gens pour qui la prison c'est leur maison.
parce qu'ils ont déjà passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en prison et qu'ils vont passer les 10 ans, 15 ans, 30 prochaines années aussi au même endroit. Vous arrivez dans un endroit où, pour vous, qui est complètement étranger, parce que la veille, j'étais avec ma femme et mes enfants à Singapour. Le lendemain, je suis en prison de sécurité avec des gens pour qui c'est leur maison. Hein, parce que quand vous vivez 10 ans au même endroit ou 15 ans au même endroit, ça devient votre maison. Donc là, il faut s'adapter très rapidement. Après quelques jours, on m'a mis dans un dortoir, donc dortoir de 54 personnes, lumière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc, faut tenir. Et surtout, personne n'est venu me voir. Donc, j'ai demandé tout de suite à ce qu'Alstom vienne me voir, délègue quelqu'un, notamment le directeur juridique qui était à Washington le jour de mon arrestation. Personne. Pas un mot. En fait, juste après mon arrestation, Alstom a envoyé un mot à peu près 70 collaborateurs, leur interdisant de venir aux États-Unis. Point barre. Et l'avocat qui défendait Alstom dans cette procédure contre le département de justice a aussi très vite interdit à la direction générale d'Alstom d'apporter le moindre soutien à ma famille à Singapour. Donc ils ont très vite aussi coupé les ponts avec ma femme et mes enfants à Singapour. Donc, en fait, on vous laisse moisir là. Donc moi, j'ai moisi pendant plusieurs semaines avant qu'un procureur, donc le même procureur, vienne me faire une proposition. Alors, aux États-Unis, c'est de la justice négociée dans pratiquement tous les cas. La proposition est la suivante. Il me dit très rapidement, en fait, vous avez deux choix. Vous avez le premier choix, vous décidez d'aller au procès, et si vous allez au procès, on va vous donner toutes les pièces que nous avons collectées contre le groupe. Donc, dans un premier batch, on vous envoie 1,5 million de pièces collectées par la NSA, le CIA, le FBI, le quatre coins de la planète, sur tous les serveurs d'Alstom. Alors, ces pièces, c'est principalement des emails. Hein. Alors, tout ça est devenu encore bien pire maintenant avec le Cloud Act, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais en fait, donc ils ont collecté tout un tas d'informations qui remontaient, là on est en 2013, qui remontaient aux années jusqu'à 1998, quoi, sur une période de plus de 15 ans. Ils me disent, voilà, si vous voulez au procès, good luck, on vous donne tout ça, vous étudiez ça pendant le temps qu'il vous faudra, et vous préparez un procès. Mon avocat me dit, ok, au minimum 3 ans pour étudier tous les documents avec des équipes de forensique, et 5 à 10 millions de coûts. Et ensuite, au procès, on va prendre 12 personnes dans la rue, on va expliquer que Alstom a fait de la corruption il y a 10 ans contre une entreprise américaine pour gagner un contrat en Indonésie. Bon, vous pouvez essayer de vous défendre, mais en fait, on peut vous montrer les statistiques, mais ce genre de procès, quand il y en a un, et c'est extrêmement rare, mais quand il y en a un, il est plié d'avance. Donc, et si vous perdez, on a un beau livre qui s'appelle US Sentencing Guidelines, qui définit les peines de prison pour les individus incriminés dans ce type de cas. Et donc, vous savez que c'est un État fédéral, les États-Unis, donc vous avez 50 États, et pour harmoniser les peines dans ces 50 États, les juges fédéraux ont ce livre, donc US Federal Sentencing Guidelines, qui définit des fourchettes de peine de prison pour les individus, et d'ailleurs pour les entreprises aussi, qui enfreignent les lois fédérales. Et donc, dans le cas d'enfreinte au FCPA, pour les individus, la peine, c'est un système de points, la peine est calculée principalement en fonction du profit réalisé par l'entreprise sur les projets incriminés. Donc, même s'il n'y a pas d'enrichissement personnel, ce qui était bien sûr le cas, ça ne rentre même pas en compte l'enrichissement personnel dans le calcul de la peine. Le seul critère qui rentre dans le calcul de la peine, d'un point de vue monétaire, c'est le profit. Donc, le profit réalisé par Alstom sur ce projet en Indonésie était de X millions, ce qui équivalait pour moi, dans le système de points, à une peine de prison de 15 à 19 ans de prison. Donc,
Voilà, la fourchette que la peine que la juge aurait dû utiliser si j'allais au procès et que je perdais le procès. Et deuxième alternative, c'est que vous n'allez pas au procès et vous plaidez coupable tout de suite, sans même regarder les preuves contre vous. Et si vous plaidez coupable, nous faisons un accord avec votre avocat et nous vous promettons que vous sortez au bout de 6 mois. Donc 6 mois sur ou 15 à 19 ans en jouant à la roulette russe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, avec ce système de sentencing guidelines qui sont extrêmement élevés, alors que ce soit pour FCPA, mais pour les autres choses, pour la drogue, pour d'autres, sur 100 personnes mises en examen, vous avez 90 personnes qui plaident coupables. Et les 10 personnes qui vont au procès, vous en avez 8,5 qui perdent. Donc ils ont, aux États-Unis, ce qu'on appelle un conviction rate, un taux de conviction de 98,5%. À partir du moment où vous êtes mis en examen, vous avez pratiquement aucune chance de vous en sortir. Donc, après et puis on vous met une pression extrêmement importante en nous disant qu'en gros, vous n'avez pas 6 mois à réfléchir. Hein. C'est parce que si vous réfléchissez trop longtemps, en fait, le deal, la proposition sera retirée de la table et ça sera plus 1 an, ça sera plus 6 mois, ça sera 1 an ou 2 ans, etc. Et donc, après 4 mois de prison de haute sécurité, j'ai décidé de plaider coupable. Et donc là, vous devez lire un papier en allant devant le juge qui dit, qui a été préparé par votre avocat et le procureur, qui dit, je m'appelle Pierucci, je plaide coupable parce que je suis coupable, je n'ai reçu aucune pression physique ou psychologique pour plaider coupable. Je ne ferai pas de procès ni à mon avocat, ni au gouvernement américain, ni à personne. Voilà. Je vous plaide coupable et vous rentrez en prison en attendant la fin des 6 mois. Donc, 1 mois après avoir plaidé coupable, j'ai reçu pour la première fois un signe de vie d'Alstom sous la forme d'une lettre qui m'avait été envoyée me demandant de venir à Levallois pour un entretien préalable de licenciement et reconnaissant que dans la lettre, j'aurais peut-être des difficultés pour me déplacer et donc me demandant de mettre par écrit les raisons pour lesquelles il ne va pas me licencier. Donc, ma famille, à l'époque, a essayé de faire des pieds et des mains au Quai d'Orsay, à l'Élysée, etc., bien sûr auprès d'Alstom. Mais rien n'a... Il n'y a pas eu d'écho. Et donc, 1 mois après cette première lettre, j'ai reçu une deuxième lettre, cette fois-ci qui me licenciait. Et raison du licenciement, c'était en fait abandon de poste. Effectivement, j'étais plus à Singapour en train de travailler, j'étais en prison de haute sécurité. Donc effectivement, j'avais abandonné mon poste. Cerise sur le gâteau, comme vous avez plaidé coupable, on arrête de payer vos avocats. Alors ça, c'est une question aussi intéressante, toute cette question de sélection des avocats. On pourra y revenir derrière. Je ne sais pas si on a des assureurs dans la salle, mais l'avocat qui me défendait avait été choisi par l'avocat qui défendait Alstom dans la même procédure et était payé par l'avocat qui défendait Alstom dans la même procédure. Alors vous pourriez penser que la déontologie d'un avocat américain aurait dû lui faire comprendre que qu'il y avait un conflit d'intérêts quand même. Mon avocat, c'était quand même l'ancien attorney général de Connecticut, donc c'était pas un rigolo. Donc, il a quand même accepté de me défendre alors qu'il était payé par l'avocat qui défendait Alstom dans le même cas. Donc, bien sûr, il ne me défendait pas, il ne travaillait pas pour moi. En fait, il travaillait pour Alstom. Et ce qu'il faut bien comprendre là-dedans aussi, c'est que vous avez un conflit d'intérêts énorme dès le début entre l'entreprise et l'individu. Pourquoi? Et ça, on va retrouver ça à chaque fois. Une personne est arrêtée, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de collecter des informations pour prouver son rôle dans le schéma, dans l'affaire. Donc là, moi, ce que j'ai demandé, dès la première semaine d'incarcération, j'ai demandé via mon avocat à Alstom tout un tas de documents.
organisation, charte d'organisation, procédure interne de sélection des consultants, email montrant mon rôle dans l'approbation de ces consultants. J'ai demandé aussi un rapport d'audit qui avait été fait par un cabinet d'avocats américain dont je connaissais l'existence, qui me disculpait dans cette affaire-là. Donc tout ça, j'ai demandé toutes ces preuves-là pour me défendre. Bien évidemment, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, et ça je pense que n'importe quelle entreprise ferait exactement la même chose, vous n'avez qu'un seul but, c'est protéger l'entreprise et protéger les cadres qui ne sont pas encore arrêtés. Donc vous n'avez certainement pas donné d'éléments à votre cadre qui vient d'être arrêté qui vont mettre en cause ou qui pourraient mettre en cause d'autres personnes qui sont encore à l'intérieur de l'entreprise. Et qui affaiblirait l'entreprise aussi sur peut-être d'autres sujets, d'accord? Donc, dès le début, l'entreprise a refusé de me donner aucun document. Et donc, ce conflit d'intérêts, vous l'aurez toujours. Vous l'aurez toujours. Donc, dans ce cadre-là, être défendu par un avocat qui est payé par l'avocat d'entreprise est un non-sens complet. Et ça, je l'ai compris bien trop tard. Parce que j'étais arrêté, j'étais content que l'entreprise paye mes frais d'avocat. Je dis, au moins, ils s'occupent de moi. Ils viennent pas me voir, mais au moins, ils payent les frais d'avocat qui sont exorbitants aux États-Unis. Ce qui aurait dû être fait, et ce qu'Alstom a fait d'ailleurs pour tous les autres cas qui ont été arrêtés, parce qu'on était 8 à être mis en examen, ils auraient dû déclencher l'assurance Directors and Officers, l'assurance RCMS, responsabilité civile et pénale des dirigeants. Dans ce cas-là, l'assureur se met en liaison avec l'individu et choisit un avocat pour le défendre, de manière indépendante de la défense de l'entreprise. Donc ça n'a pas été fait dans mon cas, et comme ça n'a pas été fait, je me suis retrouvé avec un avocat qui ne me défendait pas. Et donc, à un moment, ils ont arrêté de payer cet avocat. Normalement, les assurances d'INO les plus perfectionnées couvrent la période post-plaidé coupable, parce que les assureurs et les entreprises savent que de toute façon aux États-Unis, il n'y a pas d'autre choix pour les individus que de plaider coupable, et donc couvre l'effet d'avocat post-plaidé coupable. Donc lorsque Alstom a décidé d'arrêter de payer mon avocat, je me suis retrouvé au chômage, dans une prison de haute sécurité, plus d'avocats payés, et cerise sur le gâteau, au bout de 6 mois, le département de justice ne m'a pas relâché. Elle ne m'a pas relâché parce que derrière est venue se greffer l'affaire du rachat d'Alstom par General Electric. Donc il a fait l'objet de commissions d'enquête parlementaire, de livres, de rapports, etc. pendant plusieurs années, et c'est pas fini, hein, ça continue en France, ça a été un énorme scandale. Et en fait, mais moi, en prison, je ne savais pas que derrière mon dos se commençait cette négociation de la vente. Et donc, le département de justice m'a gardé en prison, en fait, pour mettre pression sur le dirigeant du groupe afin qu'il le vende dans les meilleures conditions, les 2 tiers du groupe, à General. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là, donc on est en 2014 maintenant, donc je suis toujours en prison. À l'époque, vous avez Montebourg qui comprend le lien qui a été fait entre l'enquête aux États-Unis et l'opération de déstabilisation du groupe et de rachat, et qui montre au créneau à l'époque pour essayer de stopper cette vente à General Electric et de trouver une solution européenne. À l'époque, il envisage une solution franco-allemande avec Siemens. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure 3-4 mois, il y a pas mal de tergiversations à l'époque. Vous avez le patron de General Electric qui vient aux 20h en France, le patron d'Alstom qui vient aux 20h en France pour montrer, essayer de prouver tout le bien fondé du projet. Gros activité de lobbying. En tout, General Electric et Alstom auront dépensé plus de 600 millions d'euros de frais d'avocat, de communication et autres pendant cette période de rachat. Sur la place de Paris, ça veut dire que tout le monde, tous les cabinets de conseil, toutes les banques d'affaires étaient soit d'un côté, soit de l'autre côté. Tous les cabinets de communication avaient été embauchés soit par l'un, soit par l'autre.
on en est à 5% de la valeur de l'opération des M&A. En général, les bons ratios, c'est 1,5%, etc. Là, on est à 5% du montant global qui ont été dépensés pendant cette période-là pour une affaire en gré à gré. Donc, le gouvernement, en fait, cède à un moment et cède en juin 2014 et décide que c'est Directly et pas Alstom, et pas Siemens qui rachète Alstom. Et donc, les Américains me libèrent la même semaine que le gouvernement français prend cette décision. Donc, en tout, je serais resté 14 mois dans cette prison de haute sécurité. Alors, il me libère, mais il me libère sous caution, c'est-à-dire que je ne suis toujours pas jugé. Normalement, aux États-Unis, lorsque vous plaidez coupable, 3 mois après, vous avez votre peine. C'est un fusil à 2 coups. Hein. Vous perdez lors d'un procès où vous plaidez coupable. 3 mois après, un juge vous donne votre peine. Moi, j'ai plaidé coupable en juillet 2013. Là, on est 1 an après. J'ai toujours pas de peine. Et le département de justice ne voulait absolument pas me donner ma peine. Donc, je suis libéré sous caution. Il me demande 1,5 million de dollars que je n'ai pas. Donc, il me dit ça fait rien. Trouvez des Américains qui mettent en caution leur propre maison pour vous sortir de là. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais déjà faire le tour de la famille pour demander à ce qu'on vous mette de l'argent à disposition pour donner aux Américains en caution pour vous sortir d'une affaire de corruption. Déjà, vous faites un peu le tri dans la famille et dans les amis, mais là, demander à ce que ce soit des Américains en plus qui mettent leur propre maison en caution pour vous sortir, c'est encore plus compliqué. Donc, par miracle, on a réussi à les trouver. Donc, je les remercierai jamais assez parce que sans eux, j'y serais certainement encore. Donc, on a réussi à trouver 2 Américains qui ont mis leur propre maison en caution pour me sortir de là. Et je suis revenu en France en septembre 2014, toujours pas jugé, où là, j'étais rapidement débriefé par les services de Bercy, qui avaient très bien compris la manœuvre de déstabilisation du groupe, mais qui n'avaient rien pu faire. Et voilà. Alors là, on est qu'à la moitié de l'histoire. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en gros, on n'est qu'à la moitié. L'histoire elle devient beaucoup plus complexe par la suite. Mais ce que j'ai fait en revenant en septembre 2014, dans un premier temps, j'ai fait 2 choses. Un, c'est que pendant ces 14 mois de prison de haute sécurité, je n'ai fait qu'une chose, de 8h du matin à 8h du soir, c'est que j'ai étudié la jurisprudence américaine sur cette loi FCPA et sur les autres lois extraterritoriales américaines, et surtout sur le FCPA. Donc j'ai lu tous les cas des entreprises et tous les cas des individus et j'ai écrit plus de 2000 pages d'analyse de tous ces cas. Non pas par plaisir, mais parce que je souhaitais trouver dans tous ces cas de la jurisprudence qui pouvait m'aider dans mon propre cas. Donc lorsque vous étudiez dans le détail la façon dont les entreprises sont poursuivies, sont condamnées dans les individus derrière, vous vous rendez compte que cette loi est principalement une loi qui cible des entreprises européennes. Et vous vous rendez compte qu'elle est utilisée de manière extrêmement asymétrique. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre assez vite. Depuis 2010, les entreprises françaises ont payé, au titre des lois extraterritoriales américaines, 14 milliards de dollars d'amende. Donc, 1,5 milliard par an, à peu près. Alors, c'est les lois. Alors, c'est toujours sous couvert de valeurs morales indiscutables, hein, la lutte contre le terrorisme, la lutte pour la sécurité intérieure, la lutte contre la corruption, la lutte. On en rajoute tous les ans une nouvelle. Hein. Mais derrière ces lois extraterritoriales américaines se cache un véritable outil de guerre économique. Si on essaye de faire une comparaison où j'ai listé par exemple l'ensemble des entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette seule loi du FCPA aux États-Unis, vous avez 80% des entreprises qui sont des entreprises non américaines qui ont payé ces amendes. 80%. Et sur ces 80%, 70% sont des entreprises européennes. Elles ne sont pas allées chercher les Russes ou les Chinois, parce que là, il y a de la rétaliation derrière.
Ils sont allés chercher les entreprises qui sont les plus faciles, parce qu'il n'y a pas de réponse. Donc, on est allé chercher et d'abord les secteurs les plus à risque et les plus concurrentiels vis-à-vis des entreprises américaines. Donc, on est allé regarder d'abord les télécoms, l'oil and gas, l'énergie et d'autres. Maintenant, c'est tout azimut, mais au début, ils ont commencé par ce type d'industrie qui était concurrente d'entreprises américaines. Et ils ont utilisé l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire que cette loi date de 1977, mais en fait pendant 25 ans n'a pas été utilisée par les États-Unis. Elle a commencé à être utilisée par les États-Unis à partir du moment où, en 98, le Congrès américain l'a rendue extraterritoriale. C'est-à-dire qu'avant 98, elle ne s'appliquait aux entreprises américaines. Après 98, elle s'applique à tout le monde, à partir du moment où il y a un rattachement territorial le plus minime possible avec les États-Unis. Donc, ce rattachement territorial, ça peut être simplement des contrats en dollars. À partir du moment où vous utilisez le dollar, vous êtes sous loi américaine. À partir du moment où ça peut être des utilisations d'emails, si vous utilisez des emails qui sont stockés ou qui transitent par des serveurs aux États-Unis, vous êtes sous législation américaine. En fait, les États-Unis utilisent les deux gros tuyaux pour, entre guillemets, rapatrier de manière juridique tous les cas des contrats aux États-Unis, qui sont les tuyaux du dollar et du SWIFT, on va dire, du système bancaire, et le deuxième tuyau, les tuyaux des GAFA et d'informatique via les emails, etc. Donc via ces deux tuyaux-là, ils peuvent rattacher en fait n'importe quelle transaction dans le monde, en gros, au territoire américain. La dernière décision qui a été prise par un juge aux États-Unis, c'est un juge du 5e circuit, qu'on appelle le 5e circuit des États-Unis, qui était de dire à partir du moment où la transaction a un impact économique sur les États-Unis, nous avons juridiction sur cette transaction. Donc, à partir du moment où cette loi est devenue extraterritoriale, ils ont ciblé principalement des entreprises européennes. Alors parfois, ça s'est fini par de très lourdes amendes, parfois ça s'est fini par des opérations de rachat. Par exemple, General Electric, ça fait 5 fois qu'ils utilisent cette loi du FCPA pour racheter des entreprises à bas coût. Donc Alstom est la 5e entreprise que General Electric rachète parce que l'entreprise est déstabilisée par une opération du Department of Justice pour corruption d'agents publics à l'étranger. Le dirigeant risque d'aller en prison. Vous avez le chevalier blanc qui arrive, qui rachète l'entreprise et le dirigeant ne va pas en prison. Voilà. En gros, on n'a pas beaucoup de temps, mais je sursimplifie un peu le schéma et je le fais de manière un peu provocatrice, je le sais. Mais voilà. Je vais peut-être prendre quelques questions. Ça fait peut-être une grosse demi-heure que je parle. Sinon, on va passer toute l'heure à mon exposé. Mais... Non, il n'y a aucun souci. Daniel, vous me posez peut-être quelques questions ou... Oui. Voilà, Frédéric, moi j'ai dévoré votre livre, hein, donc je l'ai lu, c'est très intéressant. Vous avez très bien résumé d'ailleurs ce qu'il y avait dans votre livre. Vous aviez parlé tout à l'heure des Sentencing Guidelines. Vous avez de 19 ans de prison, mais tout au début de votre incarcération, ce n'est pas de 19 ans qu'on parlait, mais de 125 ans. Oui. Parce qu'on vous reprochait plus d'infractions au début qu'à la fin. Vous pourriez réexpliquer un tout petit peu ce contexte? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que je vais vous donner cet exemple et vous allez le voir. Alstom signe un contrat de consultant pour un projet en Indonésie. Lorsque vous construisez une centrale électrique, vous signez un contrat de consultant comme ça, qui est assez classique, 1%, 2% de la valeur du contrat, payer un lobbyiste qui va faire du lobbying pour vous. Ce type de contrat, ce n'est payé en général qu'en success fee, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrat au bout du compte, le lobbyiste n'est pas payé. Mais si le contrat est gagné, le lobbyiste est payé ensuite en plusieurs fois, parce que ce type de contrat va s'échelonner sur plusieurs années. Donc, il a été payé par exemple en 4 fois. Les États-Unis, ce qu'ils considèrent, c'est que sur chaque paiement, vous avez 2 chefs d'inculpation. Un premier chef d'inculpation pour enfreinte au FCPA, et un deuxième chef d'inculpation pour enfreinte à la loi de blanchiment. Donc, pour un seul contrat de consultant, moi, je me suis retrouvé avec 10 chefs d'accusation. D'accord? Déjà, vous avez conspiracy to infringe FCPA. Parce que vous avez aussi cette notion de conspiration aux États-Unis, qui est vraiment très, très spécifique aux États-Unis, en fait. Donc, conspiration
d'enfreinte au FCPA. Ensuite, conspiration d'enfreinte aux lois d'anti-blanchiment. Et ensuite, pour chaque paiement qu'Alstom avait fait au consultant, un chef d'accusation d'enfreinte au FCPA, un chef d'accusation d'enfreinte à la loi sur le blanchiment. Donc 10 chefs d'accusation. Chaque chef d'accusation pour enfantin au FCPA, c'est 5 ans de prison maximum, et chaque chef d'accusation pour blanchiment, c'est 20 ans. Donc en tout, 5 fois 20, 100, plus 5 fois 5, 25. Donc, dès le début, ils m'ont dit, vous risquez la prison à vie. Dès la première demande de libération sous caution. Après, dans une deuxième phase, j'ai utilisé Sentencing Guidelines pour ramener ça à quelque chose d'un peu plus raisonnable, 15 à 19 ans, voilà, avec ce système de points. Donc c'est un système que nous avons ici, puisque ici nous avons ce qu'on appelle l'unité d'intention qui permet de confondre certaines infractions pour ne penser qu'une seule peine, même si vous êtes poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation. C'est vraiment tout à fait différent. Et j'avais noté également que le système de deal était également tout à fait différent de ce que nous avons ici, puisque, vous l'avez expliqué tout à l'heure, la présomption d'innocence, qui est quand même un des piliers fondamentaux de notre droit. C'est Montesquieu qui avait dit là où l'innocence des citoyens n'est pas préservée, la liberté ne l'est pas non plus. Cette présomption d'innocence, elle n'existe pas aux États-Unis, tout à fait. On nous bassine avec des séries. On essaye de. Enfin, vous voyez tous la télévision et vous voyez tous ces séries où il y a des procès aux États-Unis, où vous avez un avocat de la défense, l'accusé, le juge et un procureur, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'existe pratiquement plus aux États-Unis, les procès. Ça n'existe pratiquement plus parce qu'avec ce système de sentencing guidelines qui sont tellement démesurés, comme je vous l'ai dit, il y a 90% des gens qui plaident coupables tout de suite. Donc, même bien évidemment, les innocents plaident coupables parce que personne ne prend le risque d'aller au procès. Sauf si vous êtes dans des cas extrêmes où de toute façon, il n'y a pas de grosse différence si vous perdez parce que vous avez commis un crime ou un meurtre, ou etc. Dans ce cas-là, vous allez au procès parce qu'il n'y a pas tant de différence entre les sentencing guidelines et la peine que vous risquez. Mais sinon, pour tout le reste, ce n'est que de la négociation. Moi, à la suite de l'écriture du livre, j'ai reçu beaucoup de courriers d'avocats américains et de juges qui me disaient la chose suivante. Merci d'avoir écrit ce livre parce que personne aux États-Unis, aucun Américain n'oserait écrire sur le département de justice, sur la façon dont il procède. En tant qu'avocat, on a perdu notre âme. C'est-à-dire qu'on va à l'école avec une certaine déontologie de notre métier. On nous apprend cette déontologie qui est de défendre un individu ou une entreprise. Et en fait, les dérives du système américain depuis 2001, en fait, depuis le Patriot Act et depuis en fait la mise en place sous cloche en fait du département de justice, on nous oblige maintenant à négocier. Et notre job maintenant, c'est devenu de négocier avec un procureur. Donc on perd notre âme. Alors, pas tout le monde, parce que beaucoup d'avocats s'enrichissent énormément avec ces deals de justice. Et ensuite, les juges sont complètement absents du système. C'est-à-dire que moi, en 5 ans de procédure, je n'ai jamais vu la juge qui a jugé mon dossier. Et en fait, je n'ai jamais eu une seule fois l'occasion même d'expliquer le début du début de l'affaire. Je n'ai jamais eu l'occasion d'expliquer devant un juge ce qui s'était passé sur cette affaire-là. Quel était mon rôle, quel était le rôle des autres personnes dans l'Alstom? Jamais. Je n'ai vu la juge que le jour, ce qu'on appelle le sentencing guideline, le sentencing day, le jour où elle m'a donné ma peine. Et là, je l'ai vu pendant 20 minutes, c'est tout. Et tout était réglé d'avance parce que j'avais plaidé coupable, donc j'ai jamais pu faire. Donc, les juges ont maintenant d'ailleurs ce surnom de juge tampon parce qu'ils ne mettent qu'un tampon sur un accord qui a été négocié entre un procureur et une entreprise ou un individu. Et donc beaucoup de juges aussi ont perdu leur âme parce qu'ils ne jugent plus en fait, ils ne jugent plus. C'est vraiment un système juridique que nous le connaissons ici, quoi. Vous ne répondez pas à la question que je vais vous poser maintenant. Après l'expérience que vous avez vécue, vous pouvez comprendre, je ne vais pas dire approuver, que Carlos Ghosn ait préféré fuir le Japon plutôt que d'affronter sa justice. Si vous aviez pu le faire.
Alors, le Japon a un système qui a été calqué un peu sur les États-Unis, sur le système américain à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous retrouvez dans l'affaire Ghosn des similitudes avec mon affaire, comme vous le retrouvez dans l'affaire avec la CFO de Huawei, Meng Wanzhou, qui a été arrêtée au Canada. D'accord, vous retrouvez les mêmes choses, c'est-à-dire arrestation à l'aéroport, mise en prison directement, pression psychologique pour avouer ou plaider coupable le plus rapidement possible, etc., etc. Et avocat, au début, Carlos Ghosn avait pris un avocat aussi qui faisait partie du système. Après, il l'a changé, mais de la même façon. Donc, vous retrouvez des similitudes. Que ce soit Carlos Ghosn ou Meng Wanzhou, la CFO de Huawei au Canada, derrière, bien évidemment, il y a une guerre économique qui se joue. Sur l'affaire de Huawei, c'est la dominance sur la 5G. Vous voyez que les États-Unis font un lobbying partout dans le monde pour que les pays n'adoptent pas la 5G chinoise. Vous avez même eu une déclaration de Barr. Donc Barr, c'est le patron du Department of Justice. Barr a déclaré en février que les États-Unis se devaient de racheter soit Nokia, soit Ericsson, soit les deux, pour garder le contrôle de la 5G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ils ne font absolument pas confiance aux Européens pour ça, parce qu'on n'est pas vu comme des alliés, on est vu comme des ennemis, et qu'ils ont besoin de la contrôler. Donc, que ce soit le département du commerce qui raconte ça, ou même la Maison-Blanche qui raconte ça, à la limite, ça se comprend, et que ce soit le patron du Department of Justice qui inculpe la CFO de Huawei ou qui inculpe l'entreprise, qui déclare que les États-Unis doivent racheter soit Ericsson, soit Nokia, c'est extrêmement choquant. Là où vous êtes... on se plaint beaucoup en France que le parquet n'est pas indépendant, mais aux États-Unis, le département de justice, c'est l'État. Il n'est absolument pas indépendant, le département of justice. C'est l'arme, c'est une des armes du gouvernement américain, comme le sont la CIA, comme le sont la NSA, comme le sont les services, comme le sont le département du commerce, voilà, pour faire avancer les pions des entreprises américaines. Oui, d'accord. J'avais encore vu deux thématiques dans votre livre. L'une, c'est la cession de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette espèce d'omerta de la part du monde politique et des médias français par rapport à cette opération qui était dirigée par Patrick Cron dans des conditions assez nébuleuses, ce qu'on fait. C'est vrai que Arnaud Montebourg était un des seuls à s'y opposer ou à tenter une solution alternative, mais à part lui, même les médias n'ont pas vraiment réagi par rapport à cette opération, et même après la publication de votre livre. Alors, il y a eu plusieurs phases. Au moment de la publication de mon livre, il y a eu quand même une très grosse couverture médiatique. Le jour de la publication, il y a eu quand même 3 pages dans Le Monde. Il y a eu ensuite beaucoup d'interviews dans Le Figaro, enfin dans tous les grands journaux, pas mal d'émissions télé, radio, etc. Enfin, j'ai fait les 5 grandes radios nationales, France Inter, etc., Europe 1 dans la même semaine. Donc, il y a eu une grosse couverture au moment de la sortie du livre. Mais je dirais, la sortie du livre, il est sorti en 2019. Tout était déjà fait depuis 2014. Donc, c'est 5 ans après. Ce qui est choquant, c'est qu'en 2013-2014, il n'y a rien eu. Et pourquoi il n'y a rien eu? Pour beaucoup de choses. Je pense que la première raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de naïveté. Parce que tout cela n'était pas... on n'avait pas eu... On était au début, en fait, de ces affaires-là. On n'avait pas compris vraiment l'extraterritorialité du droit américain. Maintenant, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait à Paris, qui est 3 à 4 conférences sur l'extraterritorialité du droit américain, sur le fait qu'il faut regagner notre souveraineté industrielle, numérique, juridique, etc. Même avant le Covid. Enfin, moi, je participais à des conférences, et ça date de 2017, 2018, etc. 2013-2014, on était encore à la préhistoire là-dessus, bien qu'il y avait déjà eu beaucoup d'entreprises qui avaient été condamnées. Il y a ça, il y a beaucoup aussi de compromissions. Bien évidemment, et ça, il y a eu plusieurs reportages là-dessus, des revolving doors, comme on dit. Lorsque vous avez le patron de l'Agence des participations de l'État qui négocie la vente d'Alstom à General Electric et qui le lendemain se retrouve chez la banque conseillère de General Electric dans l'affaire, et qui vous explique qu'il n'y a aucun problème,
il va là pour gagner de l'argent. Bon, vous dites, il y a beaucoup aussi de gens qui ont été, bien évidemment, beaucoup bénéficiés en fait de cette vente. Il y a aussi 600 millions d'euros qui ont été déversés sur la place de Paris. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a de la naïveté, de l'intérêt, de l'attentisme béat, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous demander de la même façon comment ça se fait qu'il n'y a eu aucune plainte contre les GAFA suite aux révélations de Snowden en France. Vous avez quand même eu des entreprises américaines, 100 entreprises du numérique américaines qui espionnaient les entreprises françaises, et vous n'avez eu aucune plainte. Vous avez eu une plainte en Belgique, vous aussi? Vous avez eu des plaintes en Belgique contre les GAFA suite à ça? Pourtant, ils ont enfin, je ne sais combien de lois. Ils sont rentrés dans les téléphones des individus, des cadres des entreprises. Ils ont espionné, ils ont enregistré tout ça. Ils ont enfreint des multiples lois. Vous n'avez eu aucune plainte contre les GAFA. Donc, on est dans un système, pour moi, où on met les nanons de la farce en Europe. On est dans les nanons de la farce du mondialisme. On est en train, et demain, ça va être encore pire parce qu'on va être pris en étau avec la Chine. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces lois extraterritoriales américaines, demain, les Chinois vont faire exactement la même chose. Le 13e congrès du Parti du peuple en Chine vient de se terminer en mai. Leur conclusion, c'est qu'ils vont créer leur propre loi extraterritoriale sur un certain nombre de secteurs pour protéger leur secteur. Parce que les États-Unis commencent à les attaquer aussi, comme l'affaire Huawei, comme l'affaire ZTE, de la même manière qu'ils ont attaqué les Européens. Donc, le sujet du droit va devenir extrêmement complexe. Pour n'importe quel contrat, vous allez avoir 4, 5, 6 lois qui vont s'appliquer et qui vont parfois être contradictoires. Vous allez prendre un contrat d'une société belge et une société luxembourgeoise. Si elle est en dollars, vous allez avoir le FCPA qui va s'appliquer. Rien que sur la corruption, vous allez avoir le FCPA. Si vous avez une filiale en Angleterre, vous allez avoir le UK Bribery Act qui va s'appliquer. Si vous avez une partie en France, vous allez avoir la loi Sapin 2 qui va s'appliquer. Vous allez avoir la loi belge, vous allez avoir la loi luxembourgeoise. Vous allez avoir... Et demain, la loi chinoise extraterritoriale, il suffit demain que les Chinois disent, à partir du moment où vous avez une filiale en Chine, tout le groupe est sous loi chinoise. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Les Anglais, ils ont dit, à partir du moment où vous avez une filiale en Angleterre, tout le groupe est sous loi anglaise. Donc demain, les Chinois s'inspirent de la loi anglaise et font un copier-coller de la loi anglaise sur l'anticorruption. Vous avez la planète entière qui est sous loi chinoise. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils ne vont pas être plus bêtes que les autres. Donc, en tant que directeur juridique, directeur de la compliance, directeur général d'une entreprise, ça devient devenir extrêmement compliqué. Et on l'a vu avec les États-Unis, mais demain avec la Chine et demain avec d'autres, avec l'Angleterre, etc. Le droit va être de plus en plus utilisé comme arme de déstabilisation. Et ça fait des ravages énormes en Europe. En France, rien que 14 milliards par an, enfin 14 milliards depuis 10 ans, avec des pans entiers de grandes entreprises qui ont été déstabilisées et vendues. Suite à l'affaire FCPA, Alcatel a été démantelé, Technip a été vendu aux Américains, Alstom a été vendu aux Américains, et je peux vous prendre des exemples dans d'autres pays exactement de la même manière. Donc c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est que la corruption, il n'y a pas de réponse européenne sur ces sujets-là. Il n'y a aucune coordination européenne. Déjà, il n'y a aucune coordination européenne en matière d'extradition. Si demain, en tant que Français, je vais en Belgique et que je suis mis en examen par le département de justice, la police belge va m'arrêter, va me mettre en prison en Belgique et ensuite va m'extrader vers les États-Unis. Vous vous souvenez de l'affaire de la FIFA? Vous avez tous les responsables de la FIFA au monde qui se retrouvent à Zurich. Vous avez le département de justice qui a mis un mandat d'arrêt sur une vingtaine de membres de la FIFA. Ça passe par le système Interpol. Ils arrivent dans leur hôtel à Zurich, ils sont tous arrêtés. Et ensuite, ils sont extradés vers les États-Unis, peu importe d'où vous venez. Donc, il n'y a aucune solidarité européenne en matière d'extradition. Et il y en a encore moins sur la vallée corruption, parce que la corruption, c'est du pénal, c'est du ressort de chaque État. Donc, ce qu'on a réussi à faire en Europe il y a 20 ans ou il y a 25 ans, lorsque les États-Unis avaient ciblé les entreprises européennes de la même manière pour enfreindre le droit à la concurrence, où à l'époque les Européens aussi avaient mis des amendes
importantes aux entreprises américaines et maintenant chacun lève son linge sale de son côté. On voit avec Madame Bergsteiger qui est devenue un peu une figure assez emblématique de la lutte contre les ententes commerciales. Sur la corruption et sur d'autres sujets, on est incapable de le faire 25 ans plus tard en Europe. Donc voilà, on est on a un vrai souci. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas parmi les participants certains qui veulent poser des questions à Frédéric Pierucci? J'avais vu Nicolas Ravel lever la main tout à l'heure, mais... Oui, c'est votre main, c'est gentil. C'est Barky. Monsieur Barky. Il faut mettre votre micro. Oui. Jean-Marc, il faut que tu mettes ton micro. Oui, il faut activer le micro. Vous sur l'écran. On n'entend pas. Je sais pas, je n'espérais pas non plus. On n'entend pas. Voilà, maintenant c'est OK. C'est bon. On vous entend. Non. Non, on n'entend plus. Allô? Allô? Oui, on vous entend. OK, oui, très bien. On vous entend, c'est Barky. En fait, c'est vous qui aviez la main, moi je ne pouvais pas l'activer, mon micro. Oui, parfois c'est bloqué dans les deux sens, c'est pour ça que c'est pas toujours évident de débloquer. Okay. Je vous écoute. Pour ton intervention, c'est un plaisir de nous retrouver. Moi, j'ai une question qui m'interpelle de Béotien. À quel niveau l'État s'interdit d'intervenir? Tu as presque répondu en disant que les autres États n'avaient jamais porté plainte, mais comment l'État français peut rester pieds et poings liés dans un système comme ça? Est-ce que ça ne se joue pas sur un autre registre dont on ne peut malheureusement peut-être pas parler autour de la table ce soir, enfin à midi, mais est-ce que ça ne se joue pas ailleurs finalement? Moi, je vais te répondre de manière un peu plus générale, c'est-à-dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont eu une influence énorme sur l'Europe. Et on a eu notamment des programmes qui ont été mis en place, notamment les Young Leaders, etc., et d'autres, pour façonner un peu la façon de penser de beaucoup de nos dirigeants. Et ça a eu un effet assez dramatique. C'est-à-dire que beaucoup de nos dirigeants politiques ont un mode de pensée qui est calqué sur la politique américaine, on va dire. Donc, que ce soit de manière économique ou en politique étrangère. Si tu regardes en France, la dernière fois où on s'est un peu opposé aux États-Unis, d'accord, c'était de Villepin en 2003. D'accord. Depuis, on est rentré dans le rang. Depuis, on est complètement rentré dans le rang. On l'a payé très très cher en France, cette intervention de Villepin aux Nations Unies. Et donc, on est tous rentrés dans le rang. Depuis les 3 derniers présidents, il n'y a plus de politique étrangère. On a la politique étrangère des États-Unis. Et ça, on l'a retrouvé en Syrie, on l'a retrouvé en Libye, on l'a retrouvé partout. D'un point de vue économique, c'est la même chose. On a été... alors, on fait du bruit. On fait du bruit. On essaye parfois de manière positive de faire des choses aussi. On a quand même fait la loi Sapin 2 en France et qui est une loi défensive. C'est pour essayer de préserver les entreprises françaises, pour essayer de les empêcher de payer des amendes extraordinaires aux États-Unis. On a fait le RGPD en Europe. Mais on a fait le RGPD, les Américains ont fait dans la foulée le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est quoi? Je résume en 2 minutes. Le Cloud Act, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le Cloud Act? Il dit qu'à partir du moment où vos données sont stockées sur le cloud et que le service provider est une entreprise américaine, cette entreprise américaine a l'obligation de répondre aux injonctions des services américains, donc du département de justice et des autres. C'est-à-dire qu'un procureur américain peut demander à Microsoft de leur fournir les données qui sont stockées sur les serveurs Microsoft Azure. Et ça, sans même besoin d'informer. D'accord? Donc, en faisant ça, les États-Unis bypassent la coopération juridique internationale. Normalement, lorsqu'une entreprise française ou belge est sous enquête américaine et que les enquêteurs américains veulent des informations sur Monsieur Barky, eh ben, ils vont passer par le ministère de la Justice française. D'accord? Et le ministère de la Justice française va filtrer ce qu'on donne aux Américains parce qu'on a ce qu'on appelle la loi de blocage.
qui interdit aux entreprises, aux individus de fournir des informations au ministère étranger. Sauf que là, avec le Cloud Act, ils bypassent toute cette coopération internationale entre deux ministères, ils vont directement chercher l'information chez les GAFA. Mais ça, je le comprends. Mais si tu veux, le seul point qui me gêne, mais encore une fois, c'est une question naïve. Quand on lâche le nucléaire d'Alstom aux Américains, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, en tout cas, c'est ce que, on va dire, pour résumer, c'est ce qui se passe. Ça veut dire aussi qu'on leur lâche une partie de notre défense, ou en tout cas de notre capacité de défense. Or, jusqu'à présent, c'est quand même ça qui nous protège en partie. Le savoir qu'on dépend des Américains encore aujourd'hui pour savoir si on va réparer ou non notre sous-marin nucléaire, c'est un peu particulier quand même. Là, j'ai une clé qui me manque. Est-ce que ça ne s'est pas négocié ailleurs avec un espèce de troc sur un autre sujet qui nous dépasse et peut-être nous dépasse encore aujourd'hui? Je ne sais pas, mais ça me paraît tellement gigantesque que l'État français laisse les Américains contrôler notre défense que ça me paraît hallucinant. Ben oui, mais malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de réciprocité de l'autre côté. Hein. Ça ne va que dans un sens. Mais c'est pas que. Donc, on a perdu notre souveraineté industrielle sur un secteur clé. Le nucléaire, c'est quand même la base de l'indépendance énergétique en France, c'est le nucléaire. C'est ça. On a été quand même leader mondiaux du nucléaire pendant toutes ces années-là. Maintenant, de dépendre de General Electric là-dessus, c'est dramatique. Je vous rappelle que juste après le rachat par General Electric d'Alstom, General Electric a menacé d'arrêter de fournir des pièces de rechange à EDF. Le président d'EDF l'a avoué. D'accord ? Vous imaginez Alstom arrêtant de fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires, mais ça ne serait jamais arrivé. Mais lorsque vous avez un acteur comme ça dans une chaîne supply chain clé qui peut se permettre de ce genre de menace, c'est absolument ahurissant. Donc s'il y a besoin, c'est en France, mais un peu partout pareil, c'est de redéfinir les priorités industrielles. C'est de dire, voilà, moi je veux bien qu'on fasse tout ce tintamarre sur les masques, mais les masques, c'est un bout de ficelle et un bout de papier. Est-ce que c'est important qu'on relocalise la fabrication de masques en France? C'est important qu'on ait des stocks, qu'ils ne soient pas périmés. D'accord? Ça me paraît plus important de relocaliser, de contrôler le nucléaire, les télécoms, une partie du cloud, etc. Voilà, ça, ce sont des vrais enjeux. Ok, merci. C'est ça les vrais enjeux. Et c'est des vrais enjeux pour l'Europe. J'ai vu que Laetitia Arnaud avait levé la main également. Si on peut lui donner la parole, Didier. Oui, je vais regarder. Ok, le micro est ouvert. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci. Merci beaucoup, Monsieur Pierucci, pour votre présentation. J'ai une question par rapport à l'Europe. En fait, est-ce que l'Union européenne, avec son projet, donc avec sa mise en place de parquet européen, avec ses différentes interventions, et notamment sa vision qui commence à changer sur sa stratégie, sur sa manière de désigner en fait son allié, les États-Unis, non plus vraiment comme son allié, mais aussi comme un concurrent économique, de même que la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas quelques changements qui sont en train de se mettre en place et qui sont plutôt positifs? Effectivement, j'ai l'impression que ça... Merci beaucoup. J'ai l'impression que ça bouge. En tout cas, qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Qu'on ne peut plus être les nanons de la farce dans cette mondialisation et qu'il va falloir qu'on considère que à la fois les États-Unis et la Chine sont nos concurrents et qu'on puisse retrouver une certaine souveraineté industrielle, numérique, juridique en Europe. Maintenant, il y a beaucoup de discours. Comme il y a beaucoup de discours en France sur le sujet, moi, ce que j'entends, c'est surtout les actes derrière. Parce que en France, vous avez eu ce discours, mais en fait très très peu d'actes. En fait, même des actes qui contredisaient le discours. Je vous donne un exemple. Vous avez en France toutes les données de santé des Français qui sont maintenant stockées dans ce qu'on appelle le Health Data Hub, c'est-à-dire ce qui est une mine d'informations extrêmement importante. Au lieu de stocker ces données de santé sur des serveurs français avec un service provider français, on n'a rien trouvé de mieux que de ne pas faire d'appel d'offres faire un appel d'offres bidon, entre guillemets, et comme par hasard, le seul concurrent qui répondait aux critères
des 6 critères de l'appel d'offres étaient Microsoft. Donc en général, donc au bout du compte, pas d'appel d'offres gré à gré. Mais personne n'a demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour que leurs données de santé, ce qui est la chose la plus précieuse, soient stockées sur des serveurs américains qui sont soumis au Cloud Act américain. Mais vous voyez, il y a un discours et derrière, les faits, alors soit par grande naïveté, soit par autre chose, sont pas là. Moi, ce que j'attends, c'est de vrais faits concrets. Moi, ça fait 1 an que je me bats pour racheter à General Electric, on va y arriver, la partie nucléaire, mais d'Alstom, parce que ça me paraît un enjeu de souveraineté aussi important, mais c'est compliqué, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Alors que ça devrait être un sujet qui ne pose pas débat. Il y a un consensus, ils sont vendeurs, on est acheteurs, voilà. Mais tout est. Moi, ce que j'attends, c'est des actions plutôt que des discours. Oui, c'est vrai. Je pensais que la mise en place de ce parquet, justement au niveau européen, était un tout petit premier pas, en fait, vers une réelle prise de conscience, mais qui prendra, je pense, malheureusement, encore plusieurs mois ou plusieurs années. Oui, et puis il faut se mettre d'accord à 27. Oui, en plus. Il faut se mettre d'accord à 27 avec beaucoup de pays qui n'ont pas forcément les mêmes soucis que nous. Parce que si vous allez en Lituanie, etc., il n'y a pas beaucoup de sociétés lituaniennes qui sont fait poursuivre pour enfreinte au FCPA, vu qu'il n'y a pas d'industrie, c'est vraiment limité. Donc vous avez quand même beaucoup, et puis vous avez l'histoire qui fait que si vous êtes la Pologne, actuellement, vous allez acheter des F-35 et vous allez, comme la Belgique d'ailleurs, et vous allez acheter du gaz, du LNG américain, plus du gaz russe. Voilà, il y a tout le poids de l'histoire aussi qui fait que c'est beaucoup de pays. Ça va être très difficile de s'entendre à 27 sur une politique commune pour beaucoup de ces sujets-là. Oui, c'est vrai. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées, mais je voudrais une chose, réagir là-dessus. On peut attendre effectivement des autorités qu'elles prennent des lois, des dispositions pour essayer de protéger l'ensemble. Mais vous avez vu derrière Frédéric Pierucci, il y a un petit panneau Icarian. C'est tout petit, mais far experts. Désolé, mais comme in strategic and operational compliance. Et la compliance, je pense, c'est quelque chose que les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise doivent développer de plus en plus de nos jours parce qu'effectivement, prendre les devants, prévenir, anticiper, mettre en place des procédures qui vont permettre de se protéger par rapport à toutes ces lois agressives. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une inflation législative considérable. Je ne parle pas seulement des lois extraterritoriales américaines, chinoises, etc. Simplement, au niveau belge, par exemple, voilà les codes qui existaient en 1915, les 15 codes. Voilà, ça, c'est ceci. Je ne pourrais pas vous produire l'ensemble des lois qui existent actuellement parce qu'il faudrait plusieurs semi-remorques pour mettre dedans les lois européennes, belges, flamandes, wallonnes, parce que nous avons des spécificités particulières. Je vais simplement vous montrer, dans les codes essentiels, ça c'est le code de droit pénal des affaires. Donc c'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble du droit. Et voilà la différence entre l'ensemble des lois 1915 et le droit pénal des affaires en 2019. Donc je pense que la recommandation que certainement Frédéric Pierucci et moi-même devons faire à tous les dirigeants d'entreprise, c'est de dire attention, votre métier est devenu dangereux parce que non seulement les lois sont de plus en plus complexes, mais il y a de plus en plus de lois qui sont pénalisées, qui sont pénalement sanctionnées. Ce qui n'existait pas il y a 30 ou il y a 40 ans. Moi, c'est 35 ans que je suis au barreau. J'ai remarqué qu'une pénalisation du droit est de plus en plus dangereuse. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir ce réflexe de recourir à la compliance, de se faire entourer d'experts et de demander des avis auparavant, de mettre en place des procédures permettant de réagir par rapport à ce droit qui est de plus en plus agressif et qui est de plus en plus répressif. Voilà, ça c'était une intervention que je fais. Je pense que Frédéric Pierucci sera d'accord avec moi et je lui donnerai peut-être le mot de la fin sur ce plan-là, au niveau de la compliance et au niveau des recommandations à faire par rapport à la pratique des dirigeants d'entreprise. Oui, merci beaucoup. Effectivement, moi je me suis spécialisé là-dedans depuis 2015, effectivement, via Icarian et ce que nous faisons, c'est que effectivement, nous accompagnons les dirigeants sur ces sujets-là, parce que beaucoup de dirigeants sont perdus maintenant là-dessus. Il y a une prise de conscience qui commence à se faire, mais qui est encore très très loin
de ce qu'elle devrait être. Donc c'est vrai que l'accompagnement des COMEX, des dirigeants, des patrons pays, des expats que vous avez envoyés en Chine ou aux États-Unis, enfin, on n'a pas parlé de la Chine, mais en Chine, c'est bien extrêmement compliqué aussi, expatrier en Chine. Si vous avez une note sur individuelle maintenant de votre crédit social, c'est bien très très compliqué. Donc il y a besoin de formation d'abord, de prise de conscience. Il y a aussi besoin de mettre en place les procédures, parce que maintenant, que ce soit pour l'anticorruption, le contrôle des exportations, vous pouvez définir, toutes les lois s'accumulent en fait. Hein. Et une fois, ça va être la concurrence, une fois, ça va être l'export contrôle, une fois, ça va être l'embargo, une fois, ça va être les biens à double usage, une fois, ça va être la corruption. Enfin, il faut bien comprendre tout ce contexte législatif. Mettre en place les procédures, les suivre. En France, par exemple, ne serait-ce que sur l'anticorruption, vous avez maintenant des entreprises qui sont obligées de mettre en place 8 procédures très contraignantes. Vous devez faire des cartographies de risques. Vous devez faire aussi la vérification d'intégrité de vos partenaires commerciaux, de vos fournisseurs, de vos sous-traitants, de vos clients, etc. Donc là, maintenant, il y a des outils qui commencent à être en place pour faire du screening automatisé de tout ce beau monde, ce qui est extrêmement important à faire parce que vous êtes responsable des agissements de vos distributeurs, de vos agents commerciaux, de vos intermédiaires. Si ils payent des pots de vin et qu'au bout du compte, vous en bénéficiez, vous êtes responsable pénalement. D'accord ? Vous êtes de plus en plus obligé maintenant de mettre en place des lignes de donneurs d'alerte. Là, on l'a vu en France, c'est une obligation, mais maintenant, ça va être une obligation européenne l'année prochaine. Donc ça aussi, il faut que ce soit sécurisé, il faut que ce soit mis en place à l'intérieur de l'entreprise, il faut garantir l'anonymat des donneurs d'alerte, il faut garantir leur protection, il faut garantir ça, etc. Il faut que ce soit conforme au RGPD. Enfin, bref, tout ça devient extrêmement complexe et très mouvant, parce qu'à chaque fois qu'il y a une loi européenne, il y a une riposte américaine et demain une riposte chinoise et autres. Donc tout ça, ça devient extrêmement compliqué, mais il faut mettre en place. Moi, je conseille aux entreprises. Déjà, il n'y a pas de compliance sans budget, sans personne. Donc, il faut dégager des budgets, il faut dégager des personnes, il faut mettre en place ce système-là. Et c'est pas c'est différent de la direction juridique. Souvent, c'est mis dans la direction juridique, mais souvent, ce sont des choses différentes. Donc, ça va être de plus en plus complexe. Voilà. Et donc, il y a besoin d'expertise sur ces sujets-là, c'est sûr. Voilà. Merci. Je propose peut-être de donner la parole à Henri pour son concours. Didier. Oui, tout à fait. Henri, on va te donner la parole. Voilà, le micro est ouvert. Voilà, merci à tous pour avoir participé à cette conférence. Et surtout, merci à Frédéric et à Daniel. En fait, Frédéric aurait dû être présent lors d'une conférence que l'on organise ici en Belgique, mais le Covid nous a reporté au mois de novembre et octobre et novembre. Donc Frédéric sera au mois d'octobre, au mois de novembre avec nous, avec BSPK, en Belgique et à Luxembourg pour une conférence assez étonnante sur l'analyse de risque pour les chefs d'entreprise. On l'aura en chair et en os et il nous fera la suite de ce qu'il a commencé à nous expliquer aujourd'hui et on se réjouit de le recevoir. Donc, on fait un petit concours comme d'habitude. Chez BSPK, on va vous offrir 3 ouvrages de Frédéric. Et pour gagner ces ouvrages, il faudra m'envoyer des réponses à 3 questions. Voilà. Donc, les questions sont les suivantes. On va voir si vous avez bien suivi. Quel est le titre de la loi qui a permis l'arrestation de Frédéric ? Donc, quel est le titre de la loi qui a permis l'arrestation de Frédéric ? La deuxième question, quel est le mois et l'année, quels sont les mois et l'année de son arrestation ? Et vous pouvez m'envoyer tout ça sur l'adresse email info@bspk.lu. Donc info@bspk.lu. Il y aura 3 gagnants, les 3 premiers forcément. Et on fera en sorte, si vous êtes en Belgique ou au Luxembourg, de venir vous les apporter personnellement. Si vous êtes à l'étranger, parce que je vois qu'il y en a qui sont
à l'étranger, on vous les expédiera directement. Voilà. Merci à Didier, merci à tous les membres d'Ecofin de nous avoir reçus avec Frédéric et avec Daniel. Et on vous souhaite une bonne après-midi et un bon travail. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À bientôt. Et chez Ecofin demain avec un nouvel orateur, Monsieur Jacques Attali, qui sera avec nous de 11h à midi. Vous pouvez également donc vous enregistrer en ligne sur ecofinclub.be ou .lu également. Voilà, une très belle journée à vous tous. Encore un très grand merci à notre partenaire BSPK, Henri Prévost, qui est membre Ecofin, également à Daniel Gaspard et évidemment un grand merci à M. Pierucci. Et on ne manquera pas de vous revoir aussi en novembre à Luxembourg et en Belgique. Voilà, à bientôt. Merci à vous tous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.